Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas de l'investissement à proprement parler, mais qui a quand même des conséquences importantes sur vos investissements, c'est la résidence fiscale. Alors, la résidence fiscale, c'est une notion qui est très complexe, c'est-à-dire que pour la plupart des gens, il suffit de résider 183 jours dans un pays pour y être résident fiscal. On va voir que c'est une condition nécessaire, certes, mais cette condition n'est pas suffisante. C'est-à-dire que chaque pays est libre de fixer la définition qui lui convient. Par exemple, en France, quelle que soit votre nationalité, l'administration fiscale française considère que votre résidence fiscale est en France si vous remplissez l'un des critères suivants. Soit vous avez votre foyer en France, donc c'est le lieu de séjour principal. Pour répondre aux critères de séjour principal, il suffit donc de séjourner plus de 183 jours sur le territoire français par an. Là, c'est simple. Certains pays fixent un seuil différent, ça peut être un peu moins ou un peu plus de 183 jours, mais dans la plupart des États, c'est la règle des 183 jours qui est retenue. Soit, sinon, vous exercez votre activité professionnelle en France, ou ça peut être une activité salariée ou non salariée, hors activité accessoire. Donc on va retenir que l'activité principale. Ou alors, enfin, vous avez le centre de vos intérêts économiques en France. Il s'agit du lieu de vos principaux investissements, du siège de vos affaires, du centre de vos activités professionnelles ou le lieu d'où vous tirez la majeure partie de vos revenus. Il vous suffit de remplir un seul de ces critères pour être considéré comme résident fiscal français. Donc on voit bien par là que la définition de la résidence fiscale, elle est volontairement très extensive, mais ça, c'est pas propre à la France. Tous les pays ont tendance à avoir une définition très large pour pouvoir récupérer un maximum de résidents fiscaux, vu les enjeux financiers associés. Alors, pour être tout à fait précis, il convient de distinguer la résidence de la résidence fiscale. Si on reprend la définition française, le Code général des impôts français établit une distinction autour de la notion de résidence fiscale. D'une part, les personnes physiques domiciliées en France sont soumises à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus mondiaux. Ça, c'est le principe, mais dans les faits, il existe un certain nombre de conventions fiscales internationales qui ont été ratifiées par la France et qui prévoient que les revenus de sources étrangères sont taxés via un prélèvement à la source à l'étranger et ne sont pas taxés une deuxième fois en France. Et d'autre part, donc, les autres personnes non domiciliées en France, elles, sont uniquement imposables sur leurs revenus de source française, c'est-à-dire qu'elles vont devoir demander leur inscription au service des impôts des non-résidents, par exemple pour les personnes qui possèdent de l'immobilier en France, typiquement, mais ça ne fera pas d'elles des résidents fiscaux français. Et enfin, il faut savoir qu'il n'y a pas d'apatride en matière fiscale, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez quitté la France depuis plus de 183 jours que vous n'êtes plus résident fiscal nulle part, vous êtes forcément résident fiscal dans un État, d'une manière ou d'une autre. Et enfin, il n'y a pas non plus de multi-résidents fiscaux, c'est-à-dire que vous pouvez très bien payer des impôts dans plusieurs pays, si vous avez par exemple des business ou des investissements dans plusieurs pays, mais en tout état de cause, vous n'aurez qu'une seule et unique résidence fiscale, qui dans les faits correspond à votre lieu de résidence principale. Et enfin, il y a un principe fondamental à comprendre en matière fiscale, c'est le principe de territorialité de l'impôt, qui veut que, en principe, ne sont taxés dans un pays que les revenus qui sont issus du dit pays. Alors, bien évidemment, ce principe comporte des exceptions. Récemment, la Thaïlande a mis en place une réforme fiscale pour taxer certains revenus de sources étrangères, ce qui a d'ailleurs posé un certain nombre de problèmes, ça fait couler beaucoup d'encre et ça fait fuir quelques expatriés au passage. Alors, pour bien comprendre le principe de territorialité de l'impôt, il convient de se poser la question, pourquoi les riches collectionnent-ils les passeports? Est-ce qu'il s'agit d'un challenge entre eux ou est-ce qu'il y a une raison derrière? Eh bien, tout simplement, la raison, c'est que certains pays ont mis en place ce qu'on appelle la taxe au passeport, et notamment un pays qui n'est pas foncièrement un pays communiste, les États-Unis. C'est-à-dire que si vous êtes citoyen américain, vous devez, quoi qu'il en soit, payer vos impôts aux États-Unis. Ce qui fait que le passeport américain n'est pas si avantageux que ça par rapport au passeport de l'espace Schengen. Prenons par exemple le cas d'un franco-américain qui a la citoyenneté américaine parce qu'il est simplement né aux États-Unis, où ses parents étaient expatriés là-bas, il est là-bas, il est devenu américain par l'effet du droit du sol. Eh bien, le fisc américain, l'IRS, va lui demander de payer ses impôts aux États-Unis. Alors,
Bien évidemment, cette taxe au passeport peut être considérée à juste titre comme foncièrement injuste par un certain nombre de contribuables, et c'est pour cette raison que les riches, entre guillemets, donc selon la définition de Monsieur Mélenchon, c'est les gens qui gagnent plus de 3 000 € par mois, ne nous emballons pas, bien ces riches, vont avoir tendance effectivement, pour se protéger, s'ils le peuvent, acquérir une nouvelle nationalité de sorte à pouvoir, le cas échéant, renoncer à la nationalité française si une telle mesure venait à être prise pour les citoyens français. Puisque bien évidemment, on ne peut renoncer à une nationalité qu'à condition d'avoir une autre nationalité. Les conventions internationales sont faites de telle sorte que on ne peut pas être apatride, et donc bien évidemment, si vous avez uniquement un passeport français, vous ne pouvez pas renoncer à la nationalité française. Ensuite, il convient de distinguer selon qu'on s'expatrie dans l'UE ou hors UE. Il faut savoir que dans l'Union européenne, on ne parle même pas d'expatriation juridiquement, puisqu'il s'agit quasiment d'un État fédéral, mais schématiquement. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'UE, vous n'avez pas besoin de visa. Si par exemple vous voulez vous installer en Roumanie, simplement, si vous pouvez prouver que vous avez votre résidence principale en Roumanie et que vous y séjournez plus de 183 jours par an, vous pouvez très bien aller voir les services fiscaux locaux et demander à être attaché au fisc roumain, sans autre forme de procès, entre guillemets. Alors que si vous êtes hors UE, espace économique européen et suisse, il faudra que vous fassiez attention à avoir le bon visa. Je vais prendre un exemple qui est très parlant, c'est les Philippines. C'est-à-dire qu'aux Philippines, vous avez la possibilité d'étendre votre visa touriste via des visa extension pendant 36 mois. Donc vous allez pouvoir passer 36 mois sur le territoire philippin sans avoir à sortir. Alors un certain nombre de gens pourraient être tentés de se dire, bon, à partir du moment où j'ai passé plus de 6 mois aux Philippines, sur le territoire sans ressortir, je peux très bien demander à être résident fiscal philippin. Eh bien non, ce n'est pas aussi simple. Puisque même si ce visa vous permet de rester 36 mois, puis au-delà de 36 mois, vous avez juste passé une journée, vous sortez, vous passez une journée à Kuala Lumpur, à Bangkok, et vous rentrez, et c'est reparti pour 36 mois. Donc il y a des gens qui vivent avec ce visa depuis plus de 10 ans, sans aucun problème et très légalement, mais pour autant, ces gens ne seront jamais résidents fiscaux philippins avec ce visa, puisque ça reste un visa temporaire. Et donc, qui dit visa temporaire dit que vous ne pouvez pas être résident fiscal dans ce pays. Vous pouvez être résident fiscal aux Philippines à condition d'avoir un visa de résident permanent. Ça, c'est un exemple qui est très parlant pour bien comprendre cette distinction selon qu'on est dans l'UE ou hors UE. Et dans tous les cas, bon, on ne le dira jamais assez, faites-vous accompagner par un professionnel quand vous vous expatriez. Ce sont des problématiques qui sont très complexes. Donc n'hésitez pas à faire appel à un avocat fiscaliste qui saura vous conseiller en fonction de votre situation, de votre patrimoine, etc. Alors j'ai effectivement évoqué le rôle des conventions fiscales internationales. Il faut savoir que ces conventions fiscales sont très nombreuses. Elles permettent d'une part d'éviter la double imposition. Donc très souvent, elles prévoient que les revenus qui sont issus d'un État A sont taxés via un prélèvement à la source dans cet État A et non pas une deuxième fois dans l'État B, qui est l'État de résidence fiscale du redevable, déjà, première part. En plus, ces conventions fiscales, elles permettent de déterminer très souvent la résidence fiscale. Donc, quelles sont les conditions pour se prévaloir de la résidence fiscale? Quels sont les documents requis? Est-ce que vous devez produire une attestation de votre pays de résidence? Est-ce que simplement un bail, une inscription des enfants à l'école suffit? Voilà, ça c'est prévu très souvent par la convention fiscale. Et enfin, donc, ces conventions fiscales, elles prévoient des échanges d'informations entre États. Donc, attention évidemment à pas vouloir faire le petit malin et essayer de frauder le système, puisque si ces conventions bénéficient aux contribuables en évitant d'être doublement imposés, elles prévoient aussi des échanges d'informations entre les services fiscaux pour éviter justement tout type de fraude. D'où l'intérêt, effectivement, comme je viens de le signaler, de vous rapprocher d'un professionnel pour que tout soit bien bordé juridiquement. Donc pour voir si vous avez bien suivi ce que je viens d'expliquer, je vous propose un petit cas pratique. Donc, nous allons prendre Denis, qui est expatrié aux Philippines. Denis est un retraité français qui vit aux Philippines.
Donc lui, il n'a pas un visa touriste étendu, il a ce qu'on appelle un SRRV, un Special Retired Residence Visa. Donc c'est un visa qui lui permet d'être résident fiscal aux Philippines, qui lui confère la résidence permanente. Ce visa lui permet aussi d'avoir une activité professionnelle sur place. Il faut savoir que donc Denis était salarié et puis entrepreneur en France, il a fait toute sa carrière en France. Il bénéficie d'une pension de retraite qui est imposée en France, puisqu'il s'agit d'une pension française. Il a cotisé auprès des régimes français de retraite. Et Denis donc a conservé un petit studio à Paris qu'il met en location, il loue ça à un étudiant. Et il paye donc ses impôts, notamment ses impôts fonciers, en France en tant que non-résident. Donc il a demandé son inscription au service des non-résidents. Alors bien qu'il soit résident fiscal aux Philippines, comme le permet son visa, Denis pour l'heure ne paye pas d'impôts aux Philippines car il n'a pas de source de revenus dans ce pays. Les Philippines appliquent strictement le principe de territorialité de l'impôt. Ils ne taxent que les revenus de source philippine. Mais ceci étant, Denis pense de plus en plus à monter un petit business de location de scooters avec sa femme. Et donc dans ce cas-là, s'il se verse une rémunération, un salaire au titre de cette activité, il paiera les impôts correspondants à cette activité de location de scooters aux Philippines. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, ça m'aide énormément, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et à la prochaine!